couple ne surgit jamais par hasard. Elle parle de ce qui a changé, de ce qui n'est plus aligné et de ce qui cherche à évoluer. Jeune couple ou couple de longue date, tout le monde traverse des zones de turbulence. La question n'est pas pourquoi ça ne va plus, mais plutôt qu'est-ce qu'elle nous dit, cette crise? Bienvenue dans l'envers du décor. Aujourd'hui, nous parlons des crises de couple, celles qui inquiètent, celles qui fatiguent et celles qui font douter profondément. Qu'il s'agisse d'un jeune couple en construction ou d'un couple plus mature, la crise apparaît souvent quand les trajectoires des deux individus qui forment le couple, leurs aspirations, leurs valeurs ou encore leurs projections de vie évoluent différemment. Alors, faut-il y voir un échec ou un passage nécessaire? C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui ensemble dans l'envers du décor. En réalité, une crise dans un couple n'est pas toujours un conflit visible. Elle peut être silencieuse, elle peut être aussi faite de distance, quand les deux partenaires prennent de la distance vis-à-vis de l'autre, de lassitude aussi ou d'incompréhension. Et les dissensions apparaissent quand les visions de la vie, quand les envies, les rythmes et les priorités aussi ne coïncident plus. Chez les jeunes couples, ce qui se joue en règle générale, c'est une forme de désillusion, un ajustement en fait entre l'idéal et le réel et les premières projections qui ont été contrariées. Parce que mine de rien, quand on se met ensemble, quand on est amoureux, il faut se le dire, on ne va pas se mentir, on pense que tout est beau, que tout va aller, que tout va bien se passer et que l'amour vaincra tout, mais c'est des bêtises, ce n'est pas vrai. Il faut véritablement se poser les bonnes questions et se rendre compte que inévitablement, inéluctablement, il y aura des crises parce que ce sont deux personnalités qui doivent apprendre à cohabiter, à habiter, à vivre, à partager et à projeter ensemble. Et ça, ce n'est pas une mince affaire. Et chez les couples plus matures, c'est plutôt la fatigue, la routine, le sentiment d'éloignement, effectivement, parce que quand on entre dans une routine, on est sur des rails, mais on ne se regarde plus vraiment. Alors, c'est comme deux trains qui sont sur des rails, ils avancent au début de façon parallèle, et puis à un moment, il y a les rails de l'un qui va à droite et les rails de l'autre qui vont à gauche. Alors les trains, ils empruntent deux chemins différents et diamétralement opposés. C'est ça l'éloignement et c'est ce que ça peut causer, le fait de rentrer systématiquement dans une routine. Et puis c'est aussi une histoire de remise en question du nous. Est-ce que ça a du sens? Est-ce qu'il y a encore un nous? Puisque la lassitude, le temps, la routine a un peu effrité ce nous. Ce nous, ça veut dire quoi? Est-ce que ce nous a du sens? Est-ce qu'on fonctionne encore? Est-ce qu'on est plus des colocataires? Est-ce qu'on a même envie que l'autre sorte de sa propre routine? Et est-ce que nous-mêmes, on a envie de sortir de notre routine aussi qu'on trouve très confortable? Ça, ce sont les véritables questions à se poser. La crise, en fait, est révélateur du décalage de ce que le couple était en tant qu'entité, en tant qu'unité, et ce que chacun est devenu à l'intérieur de ce couple au fur et à mesure du temps. Donc c'est évidemment l'évolution des désirs des individus séparément à l'intérieur de ce couple qui peut aussi causer une crise parce qu'on n'évolue pas nécessairement au même rythme et on n'évolue pas nécessairement dans la même direction. La vision que l'on projette sur notre vie, même quand on est en couple, très souvent, on oublie de la confronter et de la partager avec notre partenaire de vie parce qu'on pense très souvent que c'est évident ou que ça va de soi. Grossière erreur. Maintenant, on va voir ce qui se joue véritablement dans une crise. Il est clair que le temps, comme on vient de le voir, transforme les individus. Personne, nul n'est figé. Et évidemment, la femme que vous avez épousée, c'est-à-dire celle qui est sur le papier glacé de la photo, c'est absolument pas la même que vous avez en face de vous aujourd'hui parce que chaque être humain évolue. Et vous, dans votre costard de mariage, vous n'êtes plus le même aujourd'hui. Il y a plein de choses qui se sont produites à l'intérieur de vous, dans la vie,
dans votre vie qui vous a changé, qui a fait évoluer votre point de vue sur un certain nombre de choses, vos envies même et votre projection, votre image de vous-même aussi, hein. Donc, on a de nouvelles aspirations, on a de nouveaux besoins qui apparaissent, des besoins différents. Et puis, on a des valeurs aussi qui évoluent, puisqu'on pouvait être figé sur, et vraiment intraitable sur un certain nombre de sujets. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, ben, tiens, finalement, ben, j'ai changé d'avis. Et comme dit le proverbe, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. L'être humain est évolutif. Tu as changé, oui, c'est clair, mais tu voulais qu'il se passe quoi? Que je reste la même? C'est pas possible. Tout le monde change. Et l'autre change, parfois, sans que l'on s'en rende compte. Ce qui génère beaucoup de peur. Ça active notre système de défense, ça active notre résistance, et puis ça active aussi notre nostalgie du passé, notre nostalgie de ce que l'autre était. Et du coup, soit on se met en retrait, soit on se met en colère, soit on rentre dans du blâme, etc. Sauf que la base de la base, quand on se met en couple, c'est que il faut savoir et être conscient que l'autre va changer et pas toujours comme on s'attend à ce qu'il change. Donc c'est pour ça qu'il faut véritablement bien choisir son partenaire de vie ou sa partenaire de vie. Donc, et la lassitude dont on a parlé chez les couples déjà installés n'est pas toujours un manque d'amour, mais c'est plutôt un manque de souffle, un manque de sens peut-être, ou un manque de reconnaissance. Parce qu'au fur et à mesure que le couple évolue dans le temps, les besoins des individus changent, comme on vient de le voir. Et ce qui avait cours avant dans le couple et qui convenait à l'un ou l'autre des partenaires peut au fil du temps ne plus répondre à ces besoins qui eux aussi ont évolué. Donc c'est une équation qu'il est essentiel de prendre en compte dans la courbe de vie du couple, hein. Et la crise qui apparaît dans le couple interroge justement cette capacité à se réajuster plutôt qu'à se figer. Voilà. Et c'est pour ça qu'elle apparaît. Et donc, on va voir maintenant comment traverser cette crise pour se réinventer dans notre partie préférée et si on se disait la vérité. Pour commencer, il est essentiel d'accepter, premier point, que chacun évolue, même dans un couple. C'est pas parce qu'on s'était mis d'accord il y a 10 ans que l'accord est encore valable. Il est valable sur le papier, mais dans la réalité, on voit bien qu'il n'est pas applicable, qu'il n'est plus applicable. Alors, à qui la faute? On peut pas on peut pas se dire l'autre a changé et moi je suis restée pareil. Non, c'est pas vrai. Peut-être que sur tel point, la personne a évolué et sur sur ce même point, vous n'avez pas changé et vos attentes restent toujours les mêmes. Mais quand on regarde dans tous les domaines de la vie du couple, vos attentes ont peut-être évolué là où les attentes de l'autre sont restées les mêmes. Voilà, donc on n'est pas pareil et on n'évolue pas de la même façon. Et aimer, ça ne veut pas dire rester pareil, ça ne veut pas dire rester identique. Une crise, justement, elle apparaît souvent quand l'un évolue plus vite que l'autre. Et reconnaître justement cette évolution individuelle évite de figer l'autre dans une version passée. Voilà. Et ça ouvre un espace de dialogue plutôt que de reproche. Donc, pour ne pas être systématiquement dans le reproche, il s'agit de se taire, d'observer et de réfléchir, de faire le tri et d'identifier ce qui avait cours avant dans mon couple et qui me comblait, et ce qui a changé, et les raisons pour lesquelles ça a changé. Mais pas seulement l'autre, comment il a changé, moi, comment j'ai changé. Il ne s'agit pas de rentrer non plus dans une justification de pourquoi j'ai changé parce que l'autre agit comme ça, etc. Et que pour répondre, c'est pas un jeu de ping-pong, on n'est pas en guerre, on est censé être ensemble et ne former qu'un quand on est un couple, pour construire une vision commune et pour construire des projets communs. Donc, en l'occurrence, il ne s'agit pas d'enterrer l'autre et de creuser sa tombe à coups de reproches et de blâme. Il s'agit d'identifier très clairement les facteurs qui ont occasionné ce changement et de voir ensemble comment traverser cette crise. Donc, la deuxième chose, c'est de considérer la crise comme un message et non pas comme une condamnation. La crise parle,
des besoins qui ne sont pas entendus, qui n'ont pas été entendus auparavant, avant que ça pète. Elle parle de frustrations qui ont été accumulées. Elle parle aussi de nouvelles aspirations. Et l'enjeu n'est pas de la faire taire à tout prix, cette crise. C'est pas de l'étouffer, c'est pas de l'empêcher de s'exprimer, mais l'enjeu, c'est plutôt d'écouter ce qu'elle dit pour comprendre ce qui doit être ajusté, ce qui doit être revisité, ce qui doit être transformé. Il faut aussi être au clair sur soi-même pour savoir si on veut aller plus loin, si on veut que cette transformation ait lieu et si on veut donner à l'autre aussi le champ et le temps de la transformation. Beaucoup de questions à se poser, n'est-ce pas? La troisième chose, c'est qu'il s'agit aussi de redonner un souffle au nous, le nous de cette unité que nous formons en tant que couple, qu'elle ne soit pas dysfonctionnelle, mais qu'elle soit véritablement habitée. Traverser une crise, c'est parfois décider et accepter d'abord, décider ensuite de réinventer le couple, revoir les projets, redéfinir les rôles par rapport à la réalité, pas par rapport au passé, construire une vision commune, plus alignée avec les personnes que chacun d'entre nous est devenu, parce que le couple, encore une fois, il n'est pas figé, il est vivant, il évolue, et régulièrement, comme dans une course cycliste, il faut faire des points d'étape, messieurs, dames, il faut faire des points d'étape, voir en toute honnêteté ce qui fonctionne, ce qui dysfonctionne, ce que j'aime, ce que je n'aime pas, ce que j'aimerais, ce que j'aurais aimé, et puis surtout, vers quoi on va. Est-ce qu'on veut vieillir ensemble ou est-ce que tu m'es devenu tellement insupportable que je préfère rester dans ma routine et que comme je n'ai pas les moyens financiers ou physiques ou émotionnels de te quitter, ben j'accepte cette situation. Il faut parler vrai, il faut se parler vrai et il faut lever justement le tapis de la peur pour se regarder en face et savoir si on veut continuer l'un avec l'autre et si on veut continuer comment. Et ce sont les crises qui nous permettent de nous poser toutes ces questions. Voilà, donc vous l'avez compris, une crise n'est pas forcément un échec. Elle révèle souvent un décalage de l'évolution du couple, voilà, un décalage évolutif et pas nécessairement un manque d'amour. Mais ceci dit, le décalage peut créer un trou d'amour. Traverser une crise, on l'a vu aussi, ça demande de l'écoute, de la lucidité, le fait d'être honnête aussi avec soi-même, être honnête avec l'autre. Et ça demande aussi de savoir s'ajuster. On a vu aussi que le couple peut en ressortir transformé, plus conscient, et peut développer, grâce à cette crise, des relations plus justes, une relation plus juste l'un envers l'autre. Voilà. On voit donc que les crises de couple ne disent pas toujours « c'est fini ». Oui, effectivement, cette version de nous, en tant que couple, est terminée, mais charge à nous d'inventer et de réinventer une nouvelle façon d'être en couple, une nouvelle façon d'habiter notre couple. Elles disent souvent, ces crises, que quelque chose doit changer. Et apprendre à les traverser, c'est accepter que le couple évolue avec les personnes qui les composent. Et si vous voulez approfondir ces dynamiques de couple, si vous voulez mieux comprendre les dynamiques relationnelles et apprendre à communiquer de façon consciente, je vous invite à aller explorer l'univers de Bicom encore une fois. D'ici là, je vous dis de prendre bien soin de vous. Si vous avez des questions à me poser, vous n'hésitez pas. Vous m'envoyez des messages via les réseaux sociaux, vous m'écrivez à l'adresse suivante, bicom.devenez@gmail.com. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à mardi prochain, si Dieu veut. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. À bientôt.